Merci infiniment, Monsieur le secrétaire d'État. Pour vous laisser une minute pour réfléchir à des questions, peut-être permettez-nous juste d'en poser une chacune avec Damiano. Ma première question, Monsieur le secrétaire d'État, toucherait la question de la sécurité juridique. On a l'impression que, évidemment, c'est un concept très important, en particulier pour un pays comme la Suisse, qui est, disons, de taille moyenne, qui est dans un système multilatéral. Et en voyant les textes et en vous entendant, on a vraiment l'impression que l'accord augmenterait drastiquement cette sécurité juridique, mais que le non-accord ne laisserait pas la situation en l'état. Est-ce que vous pourriez répondre à ceci, peut-être? Merci, oui, je peux essayer de développer un petit peu cette réflexion. Alors, aujourd'hui, nous avons un système d'accord qui fonctionne bien. Par-ci, par-là, il y a de la friture sur la ligne, mais c'est assez normal. Et au vu de l'importance de la relation, c'est comme entre voisins. On a plus de frottement entre voisins que si vous vivez à quelques kilomètres de distance, c'est évident. Donc, la réponse sincère, c'est, de notre point de vue, on aurait un système qui fonctionne. On n'aurait pas vraiment besoin de cet accord institutionnel. Le fait est qu'on n'est pas seul. Et que lorsqu'on conclut un accord avec quelqu'un, un accord bilatéral, on est deux. Et donc, si l'autre partie considère que l'accord ne fonctionne pas à pleine satisfaction, on ne peut pas juste l'ignorer. Ça, c'est le point de départ. Donc, l'accord institutionnel, c'est la réponse que nous essayons de donner à cette demande qui vient de l'Union européenne. Et en même temps, et là je vous rejoins, on essaie de la donner d'une manière qui renforce aussi pour nous, qui améliore les modalités de fonctionnement dans cette relation bilatérale. Alors, je pense que dans cet accord, il y a des éléments qui dynamisent la relation et qui peuvent nous faire un peu peur, parce que finalement, aujourd'hui, on a quelque chose de statique, on a l'impression qu'on peut décider à chaque fois, alors que dans une dynamisation, il y a un processus qui se met en mouvement et qu'on accepte dès le départ, qui peut faire un peu peur, mais on a inséré dans l'accord des mécanismes, des garde-fous qui nous permettent quelque part d'améliorer, comme vous dites, la sécurité juridique globale, de pouvoir suivre les développements, mais en même temps de sauvegarder nos prérogatives. Je pense par exemple au droit populaire, au référendum, ainsi de suite, lors de changements importants. Et en plus de ça, ce qu'on a réussi à obtenir dans cet accord, contrairement au système qui est aujourd'hui le système de Schengen et de Dublin, c'est que si on ne devait pas être en mesure de suivre dynamiquement ces évolutions, et ce n'est pas tout le système qui tombe. Il y a des mesures de compensation qui peuvent être prises, qui doivent être proportionnées, alors qu'aujourd'hui, dans le système de Schengen, si une directive Schengen qui évolue n'est pas reprise par la Suisse, la Suisse est sortie de l'espace Schengen. Donc, je pense que vous avez raison. Je pense que, globalement, on augmente la sécurité juridique pour ce qui est de la reprise du droit, pour ce qui est de l'application du droit. Et lorsque vous augmentez la sécurité juridique, vous ne le faites pas seulement pour vous-même, vous le faites pour tout le monde. Donc, on doit aussi accepter que plus de sécurité juridique signifie que lorsqu'on a un problème, le problème, il est tranché par une autorité indépendante, par un tribunal arbitral, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, l'accord augmente aussi la sécurité juridique pour l'Union européenne. C'est cet équilibre-là qu'on a, je pense, réussi à trouver. Là, on n'a pas réussi à obtenir pleinement ce qu'on voulait. Ce sont dans les 2-3 domaines que j'ai évoqués avant, la circulation des personnes. Là, on aurait voulu avoir un peu plus. Et là, on a quelques craintes que peut-être ce que nous avons aujourd'hui en droit suisse et qui est protégé, au moins formellement, ne le soit plus. C'est pour ça que il faut bien réfléchir à la manière dont on met, si cet accord est approuvé, dont on mettra en œuvre ces nouvelles dispositions pour assurer d'une part matériellement que la protection des travailleurs est la même et deuxièmement que la sécurité juridique est renforcée et pas l'insécurité juridique. Et ce travail de conviction, voire d'aménagement, voire de précision, voire de mise en œuvre est un travail qui doit encore être fait. Alors, ma question va partir un peu de la fin de votre réponse. On peut dire qu'au cours des 20 dernières années, la construction européenne, les relations Suisse-Union européenne se sont basées par rapport à la Suisse à une coalition qui allait de la gauche de l'échiquier politique à la droite libérale. Et maintenant, si on revient sur la libre circulation des personnes et aux mesures d'accompagnement, on voit que là,
la gauche, qui était en général un partenaire sûr par rapport aux relations entre la Suisse et l'Union européenne, est en train de dire là, ça nous pose problème, nous craignons le dumping salarial. Alors, peut-être par rapport à cela, tout d'abord, comment convaincre? Vous avez des arguments. Et puis, est-ce que si là, on devait se retrouver à la fin avec vraiment une pierre d'achoppement et un souci, est-ce qu'à votre sens, on serait dans de nouvelles négociations ou est-ce qu'on serait dans de nouvelles discussions avec l'Union européenne? Bon, alors là, je dois faire très attention parce que ça, c'est un débat de politique intérieure et ce n'est pas ma tasse de thé. Mais de la manière la plus honnête possible, je pense que la gauche défend une position qui est tout à fait honorable, qui est la position qui dit qu'il ne peut pas y avoir dans ce pays de dumping social et salarial. Ce n'est pas possible que juste parce qu'un ouvrier français est envoyé en Suisse, il ne soit pas payé comme un ouvrier suisse ou résident en Suisse qui ferait le même travail. Et je pense que ce point de départ est un point de départ tout à fait convaincant et tout à fait important. Je pense aussi que l'Union européenne n'a pas de problème avec ça. Je pense sincèrement que de moins en moins de pays dans l'Union européenne, j'espère plus aucun, n'imagine de faire fonctionner un espace de manière homogène en utilisant les différentiels salariaux pour obtenir des avantages. D'ailleurs, en 2015, la France a passé une loi sur les travailleurs détachés, ça s'appelle loi Macron, vous connaissez peut-être, et l'Union européenne a passé en 2018, a approuvé, est en vigueur, une nouvelle directive sur les travailleurs détachés qui est très proche de notre dispositif sur le plan matériel, sur le dispositif des mesures d'accompagnement. L'Union européenne a aussi, depuis quelques années, une directive de mise en œuvre de la directive sur les travailleurs détachés qui vise à donner aux États des moyens de contrôle, voire qui oblige les États à mettre en œuvre des moyens de contrôle. Et nous avons constaté que ces moyens de contrôle présentent quand même, avec notre dispositif, un delta. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, on va un peu plus loin. Aujourd'hui, l'Union européenne nous offre de couvrir ce delta, de dire tout ce qu'on fait nous, vous pouvez le faire évidemment aussi, et en plus, vous pouvez faire encore un peu plus, pourvu que vous le faites parce que c'est nécessaire de le faire, pas parce que vous voulez non pas protéger les travailleurs détachés, mais votre marché, parce que si vous voulez protéger votre marché, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez empêcher la concurrence, ça ne va pas. Protéger les travailleurs, ça va bien. Alors, moi, je pense qu'il y a moyen de concilier la position de la gauche et des syndicats qui ont des craintes quant à l'évolution future, qui ont des craintes quant à l'intensité de contrôle qu'on pourra effectuer, qui ont des craintes quant à la possibilité des organes paritaires. Nous avons aujourd'hui un système très particulier de contrôle fait par des commissions tripartites. Il y a l'État, il y a les travailleurs, les représentants des travailleurs, les représentants du patronat. Tout ça est possible aussi en droit de l'Union, mais peut-être qu'il est nécessaire de rassurer et la gauche et les syndicats sur le fait que ça sera possible aussi dans le futur et que l'intensité des contrôles va peut-être devoir baisser un petit peu, mais que dans la finalité, la protection des travailleurs doit rester la même. Je pense sincèrement que l'Union européenne n'a aucun intérêt à avoir des distorsions de marché de ce type-là, ni d'ailleurs nos voisins. Et je pense qu'il faut essayer de recomposer un discours apaisé avec les parties prenantes. Et il n'y a aucun doute que si les syndicats ne sont pas à bord de cet accord, il n'y aura pas d'accord. On en est bien conscient. Je pense que ça doit être possible. D'autres, c'est autre chose. Alors là, je n'irai pas dans d'autres domaines de l'autre partie de l'échiquier politique. Mais je pense que la gauche devrait voir un intérêt déjà à cet accord institutionnel et aussi au développement des relations avec l'Union européenne. Et peut-être alors, si les choses ne sont pas aussi claires qu'on pense le sont,
Je vous rappelle, c'est une proposition de l'Union qu'on a prise parce qu'elle est bonne, mais le Conseil fédéral dit que ce n'est pas un texte qu'on a négocié. Moi, je ne pouvais pas le négocier, il y avait les autres dispositifs qu'il fallait sauvegarder. Aujourd'hui, il faut vraiment voir quel est le bien fondé et puis décider. J'aimerais vous demander, lorsque vous posez une question, si vous le voulez bien, de bien parler devant le micro pour l'enregistrement, et puis aussi, si c'était possible, de vous présenter. Qui voudrait poser? Ah oui. Oui, bonsoir, Monsieur le secrétaire d'État. Je suis Pierre Tzvalen, député et membre du conseil de la Fondation Jean Monnet. J'ai trouvé que votre exposé était très honnête et je vous en remercie beaucoup. Vous avez courageusement parlé des aides d'État. Plusieurs cantons se demandent aujourd'hui si ces aides d'État, à terme, ne sont pas menacées par une application ultérieure de l'accord cadre. Je donne un exemple. Les Vaudoises et les Vaudois ont accepté, il y a maintenant 2 ans, une loi claire en faveur du logement, parce que vous savez à quel point, ici, les loyers sont élevés. Et cette loi précise, encourage plutôt des logements à loyer abordable, non pas seulement pour les personnes démunies, mais également pour la classe moyenne. Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison en novembre à la Commission, à l'exécutif de l'Union européenne, en disant que les aides hollandaises aux coopératives d'habitation, aux sociétés de logement, comme il est dit dans cet arrêt, ne sont pas admissibles, ces aides, parce qu'elles s'adressent bien plus largement à une partie de la société qui a besoin de se loger à un prix acceptable. Et du coup, les coopératives d'habitation dans ce pays, tous les citoyennes et citoyens qui ont largement appuyé la loi vaudoise et d'autres aides que vous connaissez sans doute dans l'ensemble de ce pays, les aides communales aussi parce qu'elles existent, se trouvent peut-être mises en péril par une application des articles 8 et suivants de l'accord cadre. Dans ces conditions, je sais que c'est seulement l'accord sur le transport aérien qui est immédiatement applicable, bien sûr, mais on peut bien imaginer que tôt ou tard, ce type d'aide, y compris avec un droit de préemption, par exemple accordé aux communes urbaines, soit terriblement mis en péril. Bon, je vous remercie. C'est intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, j'avais pas ça à l'esprit. Mais alors, en même temps que vous parlez, j'essaie de réfléchir dans quelle situation on pourrait se trouver qui pourrait amener l'Union européenne, la Commission européenne, parce que ça se ferait par voie de règlement de différends, à nous demander de ne pas octroyer de telles aides. Vous l'avez dit vous-même, hein, la disposition, l'article 8A s'applique à l'accord sur le trafic aérien et s'applique aux futurs accords d'accès au marché. Et les règles sur les aides d'État visent à assurer la concurrence dans la relation transfrontalière entre la Suisse et l'Union européenne. Alors, avec toute l'imagination que j'ai, je n'arrive pas à construire un cas pour lequel il y aurait quelque chose à redire de la part de l'Union européenne sur un système de subventionnement au logement en Suisse. Je ne vois vraiment pas quoi. Je pars de l'idée que la loi vaudoise n'est pas discriminatoire. Ce n'est pas qu'elle exclut les résidents de l'Union européenne du bénéfice. Donc je ne vois pas de discrimination. Je ne vois pas comment on pourrait construire ça. Il y a, même alors en projetant les aides d'État, j'ai évité d'en parler avant parce que ça devient vraiment un peu compliqué. Dans le futur, dans un futur accord de libre-échange qui porte sur les services, les marchandises, tout ce que vous voulez, je n'arrive pas à trouver ça. En plus, alors l'article 8A, vous l'avez de toute évidence lu, vous avez vu qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions en faveur du développement régional, il y a des exceptions en faveur des sources d'énergie renouvelable, etc. Je pense que même si quelqu'un avait l'idée farfelue de construire un tel cas, on pourrait très facilement construire une exception, justement sociale,
du moment où elle n'est pas appliquée de manière discriminatoire. Mais je vous remercie de ce point, il n'était pas à mon esprit, je vais faire des recherches un peu plus approfondies. Mais sincèrement, à première vue, je ne vois pas en quoi. Alors, la situation des Pays-Bas est très différente. Les Pays-Bas sont un État membre. Ils ont un système, une reprise du système d'aide d'État qui est totale, qui touche tous les domaines d'activité des entités publiques. Ce n'est pas le cas dans la relation bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne. On a limité précisément, déjà dans les 5 accords qui sont couverts maintenant à un seul, et puis aux accords futurs. Et dans les accords futurs, il faudrait qu'il y ait des dispositions précises qui couvrent ce cas. Franchement, je ne vois pas où on mettrait ça. Oui, allez-y, je vous en prie. Ma question concerne le fonctionnement des comités mixtes. Oui. Ils sont au nombre de 34, au 1er janvier dernier. Donc. Il y a un maire français de la région de Genève, que vous devez bien connaître, qui dénonce régulièrement des offres d'emploi paraissant dans la presse genevoise à caractère ouvertement discriminatoire et les adresse à la Commission européenne et indirectement au comité mixte idoine. Et à ce sujet, je voudrais vous demander de quelle manière la partie suisse appréhende ces annonces et de quelle manière le comité mixte y donne suite ou pas. Je vous remercie de vos éléments de réponse. Merci. Bon, ce sont des questions qui ont été discutées plusieurs fois dans les comités mixtes. Alors, je vais partir par cela. Aujourd'hui, vous arrivez dans un comité mixte avec un problème de ce type-là. Le comité mixte est le seul organe de gestion et de règlement d'un différend qui est prévu aujourd'hui dans les accords. Donc, on discute, on n'est vraisemblablement pas d'accord, on se quitte et puis on recommence la fois suivante. C'est précisément un des griefs que fait valoir la Commission européenne depuis quelques années, c'est que lorsqu'on a un différend, il n'y a pas d'autorité indépendante des parties à l'accord qui peut le régler, ce différend. Alors maintenant, le cas d'espèce m'est connu, mais pas dans le détail. Je peux m'imaginer, si c'est ça la question que vous projetez dans le futur, que dans un futur où on aurait un accord institutionnel, cette question ne s'arrêterait pas au comité mixte. Ce serait une question que la Commission européenne pourrait amener devant l'organe arbitral établi par l'accord. Il faudrait qu'il considère cet organe arbitral, si j'ai bien compris, cette mise au concours de postes ouverts, etc., sélective et discriminatoire au vu de l'obligation qui est contenue dans l'accord sur les psychologies des personnes de ne pas discriminer. Et chaque cas va être différent parce que jusqu'à un certain niveau de différenciation, il n'y a pas de discrimination. Selon comment ils sont rédigés, ces annonces posent problème. Et donc, on peut être amené à demander à je ne sais pas quelle commune genevoise ou au canton de Genève d'arrêter cette pratique. Entre-temps, et suite au vote de 9 février, on a adopté une loi sur la préférence indigène, qui est une loi qui est considérée, je l'espère, je n'ai pas entendu des choses contraires, considérée comme compatible avec la libre circulation des personnes par l'Union européenne, mais qui ne prévoit évidemment pas une telle discrimination. Il prévoit plutôt l'annonce au bureau du travail des postes ouverts pour que les résidents puissent s'annoncer et pour qu'on ne provoque pas un tourisme de main-d'œuvre si ça n'est pas nécessaire. Donc je ne sais pas si ces annonces dont vous parlez paraissent toujours dans la presse. Ça fait un moment que je n'en ai pas entendu parler. La dernière fois, c'était peut-être il y a une année où on a eu une discussion, ou une année et demie au comité mixte. Mais je peux m'imaginer que dans le futur, si c'était manifestement discriminatoire, on aurait un problème. Alors qu'aujourd'hui, on a le problème, mais on n'a pas vraiment de moyens juridiques de le régler. Alors ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de moyens juridiques de le régler et que le problème devient aigu et persistant, je ne parle pas de... Maintenant, on oublie un moment votre cas, c'est que la partie adverse, au lieu d'essayer de régler le problème concret, va chercher d'autres mesures qui font mal, des rétorsions, des petites chicaneries, etc. C'est ça dont on parlait avant. La sécurité du droit est aussi le moyen de régler le problème là où il est par un organe indépendant. Et parfois, on peut aussi accepter d'avoir tort, n'est-ce pas?
Parfois on va gagner, parfois on aura tort. Si on n'a pas d'organe pour régler ce différend, l'autre partie, je parle de manière abstraite, je ne parle pas de l'Union européenne, l'autre partie peut engager des mesures qui n'ont rien à voir avec le cas concret, qui font aussi mal. Et c'est ce qu'elle va faire normalement si elle n'a pas de moyen de régler le différend concret, quoi. C'est ça qu'on essaye de faire par cet accord-là. Mais, alors je répète, il est indiscutable qu'il peut y avoir des pratiques, et une fois qu'on aura un organe de règlement de différend, pour être considéré comme discriminatoire, puis on devra accepter qu'elles sont discriminatoires. Ou alors, si elles devaient toucher profondément l'ordre public suisse, notre manière de voir les choses, je ne pense pas que ce soit le cas que vous évoquez, mais on pourra toujours dire on ne le fait pas, mais alors il faudra accepter que des mesures de rééquilibrage puissent être prises par l'autre partie. Ça, c'est le concept qu'on a développé dans l'accord. Gilbert Casasus, professeur d'études européennes. Ce n'était pas une question, c'est une remarque par rapport à l'aide d'État. Il y a une dizaine de jours, j'étais interviewé en Suisse allemand par Radio Winterthur. Sur une question extrêmement intéressante de savoir si les aides d'État allaient mettre en péril le théâtre de Winterthur. J'ai répondu que je ne voyais pas tout à fait le danger que des aides d'État allaient mettre en péril le théâtre de Winterthur, parce qu'il y a beaucoup de théâtres à travers l'Union européenne qui sont également subventionnés par des aides d'État, et que d'autre part, je ne vois pas la Commission européenne passer du temps avec des fonctionnaires européens de s'occuper sur le cas du théâtre de Winterthur. Pourquoi je note cette petite anecdote? Parce que je pense qu'à un moment donné, on quitte un peu le cadre de la raison et le cadre aussi de la faisabilité des contrôles. S'il y a des aides d'État qui peuvent être prises en compte, je ne pense pas qu'il faille non plus rester totalement dans le cadre purement juridique et purement technique et expliquer quand même que cet accord institutionnel ne va pas passer, ou que les gens qui mettront en œuvre cet accord constitutionnel ne vont pas passer leur temps à connaître le sort à venir du théâtre de Winterthur. Pierre Cormon, je suis là en tant que simple citoyen. Comme il semble exclu de renégocier l'accord, mais qu'il pose des problèmes d'acceptabilité en Suisse, il y a un scénario dont on parle dans les milieux politiques, c'est d'associer son adoption à l'adoption d'une déclaration de nature politique, si j'ai bien compris, pas juridique, où on préciserait certains points qui font potentiellement mal, comme le fait que la directive sur la citoyenneté ne serait pas concernée par cet accord. Est-ce que ça vous paraît un scénario possible, réaliste, faisable? Merci beaucoup. Je pense que c'est difficile à le dire pour l'instant. Nous savons que l'Union européenne ne veut pas renégocier l'accord. Nous devons prendre ça au sérieux. On a vu avec les Britanniques ce que cela veut dire, que quand l'Union européenne dit qu'elle ne veut pas renégocier l'accord. Et donc, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Cet accord-ci est l'accord que nous devons discuter, pas un accord autre que nous pourrions souhaiter. Si dans cette discussion, on dégage des points qui permettent de préciser certains droits et obligations, voire alors si on a un ou deux points sur lesquels on ne peut pas transiger, autrement on n'a pas d'accord, moi je plaiderais pour aller expliquer ça à Bruxelles, le mois d'avril, le mois de mai, en disant voilà, on a fait notre travail, globalement c'est OK, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Puis après, il faudra voir ce que Bruxelles nous dit. Aujourd'hui, ils disent on ne renégocie pas. C'est aussi logique qu'ils disent ça. S'ils disaient aujourd'hui, oui, bien sûr, on va revoir ces 4 points, nous, on ne mènerait pas non plus de consultation. On serait en train de négocier à Bruxelles, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas se faire des illusions démesurées. On ne pourra pas rouvrir cet accord. Et d'ailleurs, le Conseil fédéral, peut-être qu'on l'a un peu oublié, mais il a dit le 7 décembre, il a dit le 16 janvier, que tout le système institutionnel que vous avez décrit est acceptable pour le Conseil fédéral et que sur la libre circulation des personnes, il y a des points ouverts qu'il faut qu'on discute et que sur les aides d'État, il y a des doutes qu'il faut qu'on clarifie, notamment au plan interne. Sur la directive sur la libre circulation générale, sur la citoyenneté, alors il est d'ores et déjà clair que l'Union européenne ne veut absolument pas qu'on reprenne des droits, la possibilité de droits populaires, de droits de vote des Européens, tout ça, tout ce qui a trait aux droits civiques, d'ailleurs, ce n'est pas dans la directive. Il est aussi clair que dans cette directive, il y a des dispositions qui ne nous posent aujourd'hui aucun problème. Tout ce qui est regroupement familial, on le fait déjà aujourd'hui. Et puis, il y a une zone de droit d'établissement qui est un peu plus favorable que ce que nous prévoyons dans notre loi sur les étrangers aujourd'hui,
une zone qui est liée, qui est celle de l'accès à l'aide sociale, qui est parfois plus favorable, mais si on regarde de près, pas tellement, hein, un petit peu, quand même, surtout pour les personnes qui ont été employées en Suisse, qui perdent leur travail en Suisse, qui peuvent bénéficier pendant très très longtemps de l'aide sociale alors qu'aujourd'hui ils doivent quitter le pays au bout d'un moment. Et puis il y a un problème d'expulsion d'étrangers, c'était la fameuse votation, la disposition constitutionnelle, où je ne pense vraiment pas que l'Union européenne monterait sur les barricades parce qu'on a une norme qui est un peu plus, alors je ne sais pas comment le dire, mais plus généreuse dans l'expulsion, c'est horrible. Mais enfin, donc, vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Et puis, c'est difficile de le dire avant d'avoir consulté tout le monde. Donc, j'anticipe des choses, je ne sais pas ce qui va sortir de ces consultations, mais si on arrive à moduler nos demandes de la bonne manière, ce n'est pas exclu qu'on puisse discuter. Je ne pense pas qu'ils refuseront la discussion. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que, en gros, cet accord est l'accord qu'on a négocié. Et si quelqu'un avait l'idée de remettre en discussion la reprise dynamique du droit ou le tribunal arbitral, ben, c'est une illusion qui va être déçue. Ça, ce n'est pas possible. La question que je me pose et que se posent peut-être aussi d'autres personnes ici, c'est, enfin, comment peut-on terminer une négociation à Bruxelles sans auparavant avoir, dans le cadre de la dernière séance de conclusion, dans ces papiers, les points qui nous permettent de conclure ou de ne pas conclure. Dans l'espace économique, on a conclu, j'étais là, le 22 octobre 1991 à Bruxelles, mais on avait les points qui nous permettaient de dire on conclut ou on ne conclut pas. Et donc, en particulier, on voit il y a quelques points. Dans toute négociation, il restera quelques points où certains partis de la société ne se sentiront pas dans une situation favorable et donc seront ou pourraient être contre. Donc, en particulier, un peu la surprise, c'est qu'on conclut, mais finalement, on n'a pas, en concluant, une page de route, n'est-ce pas, selon laquelle, eh bien, nous permettons de dire qu'on a définitivement conclu et donc que c'est fait. Oui, je pense que je vois ce que tu veux dire. Bon, le problème est un problème foncièrement politique, n'est-ce pas? On a globalement un texte qui est négocié, qui est bon, qui est porté par les deux parties, et puis on a un protocole à cet accord qui est le premier protocole. C'est là où vous trouvez les mesures d'accompagnement qui en réalité est la réponse de l'Union européenne à notre demande de protéger les mesures d'accompagnement. Alors, on aurait pu dire, voilà, on prend note, c'est fini, ça c'est. On aurait pu dire, c'est pas bon, on n'a pas d'accord, donc désolé. Et si vous voulez plus continuer de négocier, ben, ça se finit sans rien. Le Conseil fédéral, dans sa grande sagesse, a décidé que c'était globalement bon, mais que là-dessus, avant de dire que c'est bon, il fallait voir avec les partenaires sociaux, notamment, si cette solution offerte par l'Union européenne était viable ou pas. Il faut la lire comme ça. Alors, au plan de la négociation et de la technique de négociation et du déroulement logique d'une négociation, tu as un point. On aurait très bien pu dire, bon, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, mais on sigle ce texte, on le paraphe, il est bloqué, il est là. Sans être trop technique, cette question le paraphe, hein, c'est l'acte du négociateur qui fixe le texte, des négociateurs qui disent, voilà, c'est ce qu'on a, quoi. Il ne porte pas sur le contenu. On peut aussi sigler un texte sans être d'accord, hein, mais on le fixe, le texte, et on l'amène au niveau des décideurs politiques. Le problème dans ce cas-ci, c'est que pour pouvoir sigler ce texte, le Conseil fédéral aurait dû se prononcer. Dans le mandat de négociation de 2013, il y a une phrase qui dit, ce n'était pas moi à l'époque, hein, mais le négociateur ne peut pas sigler lui-même. Il doit avoir l'autorisation du Conseil fédéral. Si vous faites ça, à l'époque on a fait ça, on a élevé un acte technique en le faisant devenir un acte politique. Et alors le Conseil fédéral ne pouvait pas faire ça parce qu'il était d'accord globalement, mais pas sur ce point-là. C'est comme ça qu'on explique la chose. Maintenant, je pense qu'au-delà de ça, on peut quand même voir la substance des choses. On est en train de discuter d'un texte qui est publié, qui est sur la table,
qui provoque des débats, et c'est très bien. On va consulter tous les interlocuteurs essentiels et les autres que le souhaitent aussi. Puis, au fin de compte, on aura un résultat qui est semblable à celui qu'on aurait si on avait bloqué ce texte et qu'on avait fait une procédure pour décider s'il le signait ou pas. Cette procédure, d'ailleurs, n'est pas tout à fait nouvelle. On a fait, je ne me souviens pas de l'année, mais pour un des élargissements de la libre circulation des personnes au nouveau membre de l'Union européenne, on avait suivi une même procédure. Avant de signer l'accord, on avait fait des consultations très larges dans les cantons, dans les milieux politiques, dans les milieux économiques, etc. concernés. Donc, ce n'est pas une nouveauté totale. C'est vrai que ça laisse un peu perplexe, mais dans le fond, les choses ne changent pas, quoi. Il faut qu'on décide si oui ou non cet accord est bon pour nous. Peut-être j'ai une certaine ignorance des accords entre la Suisse et l'Union européenne, mais par contre, j'enseigne le droit communautaire et aussi l'espace économique européen. Donc, je voulais savoir d'abord ce principe d'homogénéité, quelle est son application, c'est-à-dire est-ce qu'on va reconnaître la jurisprudence de l'Union européenne, enfin de la Cour de justice, et qu'on va l'appliquer, disons, du côté de la Suisse. Comment ça va se passer? Ensuite, est-ce que les tribunaux suisses vont, disons, pratiquer ce qu'on appelle l'application directe ou l'effet direct, ou pas du tout? Comment est-ce que cet accord, disons, et c'est cet accord institutionnel qui semble être la particularité, parce que les accords en soi sont déjà faits. Donc, je voulais savoir comment ça se passe. D'un autre côté, je suppose que le comité mixte est quelque chose de semblable au comité mixte qu'il y a dans l'espace économique européen. Je ne le sais pas. Et d'autre part, ensuite, pourquoi, d'après mes connaissances, il y a une application donc de la libre circulation des personnes, mais pas de la libre circulation des marchandises, ou est-ce que je me trompe? Merci Madame. Alors je commence par la dernière. La libre circulation des marchandises est absolue entre la Suisse et l'Union européenne, et ça depuis 1972. Donc s'il y a un domaine qui fonctionne, c'est la libre circulation des marchandises. On n'a pas d'accord sur les services, donc on n'a pas de libre circulation des services au sens d'un accord qui couvrirait tout ça. Je vous entends plus, madame. Je voulais dire, mais par exemple, moi-même, j'ai voulu importer des choses en Suisse et j'ai payé des droits de douane il y a quelques années. Oui. Donc, c'est une relative libre circulation des marchandises, non? Alors, on n'est pas dans l'union douanière de l'Union européenne et donc la douane persiste. Mais les aspects réglementaires et les aspects de mise sur le marché sont accomplis. Ah non, pas la douane. Alors, les autres questions, sans être trop techniques. Oui, le comité mixte qui est prévu dans cet accord est un comité mixte classique, comme celui de l'espace économique et comme tous les comités mixtes qu'on a dans les accords bilatéraux. Oui, l'accord prévoit que pour les accords qui sont soumis à l'accord institutionnel, les autorités d'application du droit tiennent compte de la jurisprudence existante et future de la Cour de justice de l'Union européenne. Et alors, la question de l'effet direct est une question de droit international classique. Ça dépend de la norme. Lorsqu'on reprend des règlements communautaires qui ont application directe et qu'on intègre dans nos accords bilatéraux, il se peut que les tribunaux suisses appliquent directement la norme communautaire telle qu'elle est. Normalement, même quand on reprend un règlement communautaire, on a une loi qui est passée en Suisse. C'est un système moniste, la Suisse. Donc, les normes directement applicables sont directement appliquées. On n'a pas deux systèmes séparés, le droit international et le droit interne. Mais normalement, on fait une loi parce que la loi précise, et puis la loi amène plus loin, puis il y a des ordonnances, etc. Donc, dans les faits, je pense que les tribunaux suisses appliquent le droit suisse, mais avec des références, très souvent des références au droit communautaire qu'on a intégré dans les accords. Je travaille à l'EPFL, donc j'ai une question assez spécifique. Je voulais savoir, comprendre quel est le lien entre les négociations sur cet accord et les négociations pour la suite d'Horizon 2020, le programme qui finance la recherche et l'innovation. Alors, c'est une bonne question. Le prochain programme cadre qui s'appellera FP9 est un programme auquel la Suisse n'est pas encore associée. Déjà, il n'existe pas, mais je veux dire, on n'a pas encore négocié un accord d'association.
L'accord présent, l'accord recherche, innovation, Horizon 2020, va jusqu'à la fin de l'année 2020. Nous devons renégocier une participation parce que la participation à ces accords cadres est limitée à l'espace défini par le programme lui-même et n'est pas renouvelée automatiquement de programme en programme. Alors, j'ai une réponse formelle et puis je vous dis la vérité aussi. La réponse formelle, c'est que l'accord de participation de la Suisse au programme cadre recherche est un accord de coopération. Ça n'a rien à voir avec l'accord institutionnel, qui est un accord qui doit couvrir et faire fonctionner un peu mieux, comme je vous ai expliqué, les accords d'intégration au marché. Ce n'est pas le cadre de la participation de la Suisse à un programme cadre de l'Union européenne. Ça vaut pour la science, l'innovation, la recherche, ça vaut pour la culture, ça vaut pour l'éducation, ça vaut pour les médias et ainsi de suite. Ça, c'est la réponse formelle. Donc, nous sommes en train d'ailleurs de commencer les pourparlers techniques avec l'Union européenne pour entamer des négociations, pour fixer le cadre, etc. Maintenant, il y a deux choses qui se passent, ça c'est la vérité. La première, c'est que l'Union européenne elle-même est en train de revoir le mode de coopération avec des pays non membres pour les programmes de l'Union européenne, ça vaut aussi pour le programme recherche, et de définir des participants d'une manière qui est nouvelle. La Suisse sera considérée, quoi qu'il arrive, un pays tiers qui participe, si du tout, à ce programme cadre. Ça, c'est le premier changement. Aujourd'hui, on était assimilé à un État membre, largement. Pour le futur, la Suisse est un État non membre, sera un État tiers. Alors, il y a des conséquences. On ne peut pas participer à tout, on ne peut pas avoir le lead dans certains grands projets. On a un financement qui globalement augmente pour tout le monde et pour les États tiers. Le financement doit correspondre quelque part. Je retourne la phrase, ce qu'on reçoit pour des programmes doit correspondre au financement et c'est plus seulement le critère de l'excellence qui compte. Donc ça, c'est un problème général, indépendamment du fait qu'on puisse ou pas conclure un accord de participation. Et la participation par le biais d'un accord est conditionnée pour l'instant de manière un peu floue par l'Union européenne à la conclusion de l'accord institutionnel. Ce n'est pas dit clairement, ce n'est pas dit explicitement, mais on sent bien que ça pourrait venir. Alors, en clair, ça pourrait vouloir dire qu'en l'absence d'une redéfinition de l'assise institutionnelle entre la Suisse et l'Union européenne, on pourrait être confronté à des difficultés dans des domaines qui vont au-delà du domaine de l'intégration, de l'accès au marché. Et ça, il faut en être conscient, c'est une conséquence possible. Alors, qu'est-ce qui se passe si c'est comme ça? Mes collègues, surtout au secrétariat d'État à la recherche, sont en train de réfléchir à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en œuvre. On part quand même encore de l'idée qu'on puisse trouver une voie commune par le biais de la conclusion d'un accord. Voilà. Monsieur le secrétaire d'État, au nom du CELIDAC et de la Fondation, j'aimerais vous remercier infiniment de votre conférence et du temps d'échange qui a été si précieux. Effectivement, les prochains mois vont représenter un moment citoyen très important pour notre pays avec les consultations et les discussions. J'aimerais aussi remercier vivement les services de l'Université de Lausanne qui ont rendu possible l'organisation de cet événement. Et vraiment, la Fondation Jean Monnet chérit infiniment cette collaboration avec l'UNIL. Maintenant, j'aimerais vous donner d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain événement public de la Fondation. Il s'agira d'un colloque international qui s'intitule « L'Europe dans le monde » et qui se tiendra le jeudi 28 mars prochain, dès 17h, ainsi que toute la journée suivante du vendredi 29 mars. Ce sera sur le campus et vous recevrez prochainement l'invitation avec le programme détaillé. Ensuite, le jeudi 2 mai, à 17h30, à Dorigny, nous aurons la chance de poursuivre ce magnifique partenariat avec le CELIDAC et d'accueillir l'ancienne présidente de la Confédération, Madame Micheline Calmiret, pour une conférence qui sera consacrée à la politique européenne de la Suisse. Pas vrai. Si. Ouais. Elle va vous raconter le contraire, hein. Ça, je la connais bien. Non, c'était une blague. J'adore Madame Calmiret. Le 2 mai, ce sera l'anniversaire de la signature du traité sur les haies, donc elle y était pour rien. Non. Voilà, merci encore infiniment. Et puis,
J'ai le plaisir de vous inviter à l'apéritif qui est juste à l'extérieur de la salle et à vous souhaiter une très bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup.